à tous. Aujourd'hui, en vidéo, on va traiter le chapitre de l'hérédité en biologie qui vous est présenté par Monsieur Boubé. On va avoir deux grandes parties dans cette vidéo. Une première sur des rappels de cours importants pour la compréhension du chapitre et une deuxième partie sur l'étude d'arbres généalogiques et de PCR. Alors, petit rappel important, chaque individu, dans toutes les cellules de son corps qui contiennent un noyau, possède 23 paires de chromosomes. Pourquoi des paires? Parce qu'il y a un chromosome qui vient du père et un chromosome qui vient de la mère. Et dans ces 23 chromosomes, on a en tout 20 000 gènes qui se répartissent, beaucoup dans le chromosome 1, un peu dans le chromosome 17, etc. etc. Et chaque gène a plusieurs versions de lui-même différentes. Si je prends le gène couleur des cheveux, il y a une version cheveux bruns clairs, brun foncé, roux, blond, châtain, etc. Et ces différentes versions du même gène, ça s'appelle des allèles. Un gène, il peut avoir quelques allèles, comme par exemple les groupes sanguins, vous connaissez A, B, O, et il peut avoir des centaines d'allèles. Mais un individu, pour un gène donné, il a seulement deux allèles. L'allèle qui vient de son père et l'allèle qui vient de sa mère. Donc en fait, c'est impossible, si on prend deux individus lambda, qu'ils soient génétiquement identiques, parce que c'est impossible d'avoir pour tous les gènes à chaque fois la même combinaison d'allèles. Donc c'est pour ça qu'on est tous différents, à l'exception des jumeaux monozygotes qui, eux, sont génétiquement identiques. Et sur ces gènes, il peut y avoir des mutations. Ici, on va étudier les mutations ponctuelles, donc qui concernent un seul nucléotide. Par exemple, une substitution, c'est-à-dire que par rapport à la séquence initiale, il y a un nucléotide qui a été changé. À la place d'un G, on a un A, et du coup, la base complémentaire également va être modifiée. On peut aussi avoir une délétion, c'est un nucléotide qui ne va pas être transcrit, donc on a un couple de nucléotides en moins, ou une insertion, un couple de nucléotides qui va s'ajouter à la séquence initiale. Et dans ces trois cas-là, en fait, on va avoir une modification de la séquence initiale en nucléotides. Et pourquoi ça peut être grave? Parce qu'on sait que les nucléotides, ils se regroupent en trois pour former un codon. Et à un codon est associé un acide aminé. Et la succession des acides aminés, ça va former une protéine. Donc, parfois, le changement de nucléotide ne va pas forcément entraîner la modification de l'acide aminé, mais parfois si. Et du coup, si l'acide aminé est modifié, la protéine va être modifiée. Elle ne va plus avoir la même fonction et ça va amener à des pathologies. Et il faut savoir que 95% des maladies génétiques, donc qu'on va étudier dans ce cours, sont dues à des mutations ponctuelles. Donc un seul nucléotide va pouvoir engendrer plusieurs pathologies. On va revoir rapidement la notion d'allèle récessif et d'allèle dominant avec un exemple simple qui parle à tout le monde sur la couleur des yeux. Vous savez que entre l'allèle yeux marron et l'allèle yeux bleus, l'allèle qui est dominant, c'est l'allèle yeux marron. Donc ici, si je prends un parent qui est homozygote pour les yeux marrons, je rappelle que homozygote, ça veut dire que les deux allèles qui viennent du père et de la mère sont identiques, et un parent qui est homozygote pour l'allèle yeux bleus, ils vont forcément avoir un enfant hétérozygote pour les yeux marrons. Pourquoi je dis hétérozygote pour les yeux marrons? Parce que c'est cet allèle qui est dominant. Et donc génotypiquement, il va avoir les allèles yeux marrons et yeux bleus. Mais phénotypiquement, ce qui va s'exprimer, c'est l'allèle yeux marrons. Et par contre, si cet individu a des enfants avec un autre individu qui est aussi hétérozygote, yeux marrons, yeux bleus, dans ce cas-là, ils pourront avoir un quart de leurs enfants qui auront des yeux complètement bleus. C'est pour ça qu'avec les allèles récessifs, parfois on observe des sauts de génération. On a un enfant bleu alors que les deux parents avaient des yeux marrons. Maintenant, je rappelle des petites conventions sur l'arbre généalogique. Je rappelle un carré, c'est pour désigner un homme, un rond, une femme,
Quand c'est noir, ça veut dire que l'individu est malade, il exprime la maladie. Quand c'est blanc, soit il est homozygote pour l'allèle sain, donc il est complètement sain, soit il est porteur sain, c'est-à-dire qu'il a un allèle malade, mais cet allèle malade est récessif, donc il ne va pas exprimer la maladie. Donc quand on voit un rond blanc, on ne sait pas si c'est porteur sain ou complètement sain. Ensuite, vous avez ça, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu. Un losange, en fait, c'est quand on a une grossesse et que le sexe n'a pas encore été déterminé. Et ce tout petit rond noir, en fait, ça signifie qu'il y a eu une fausse couche. Et le rond, c'est pas pour dire que c'était une fille, hein, c'est pour tous les embryons, c'est pareil. Si c'était un garçon, si le fœtus était un garçon, ça serait quand même un rond noir. Donc, il n'y a pas ici d'exemple, mais des fois, on a des ronds gris, donc je vais les mettre en hachuré parce que j'ai pas de gris. Quand c'est un rond gris, ou un carré hein, évidemment, ça veut dire que l'individu exprime la maladie, mais de manière atténuée. Il y a une atténuation des symptômes par rapport à un individu complètement malade. Et des fois, on a un carré ou un rond barré. Ça veut dire que l'individu en question est décédé au cours de l'étude, mais ce n'est pas forcément dû à la pathologie qu'on étudie. C'est juste que cet individu est décédé, on ne sait pas trop pourquoi, mais du coup on ne peut pas étudier ses gènes, etc. Maintenant, on va voir les différents types de mutations. Parce qu'en fait, on a plusieurs types de mutations. Je reviens sur le diapo parce que je l'ai sauté. Voilà, ici. Les mutations, elles peuvent toucher plusieurs cellules et plusieurs chromosomes. Une mutation somatique, elle va toucher n'importe quel type de cellule, sauf les cellules germinales. Les cellules germinales, c'est les gamètes qui vont donner les spermatozoïdes et les ovogonies, qui vont être transmis à la descendance. Donc les mutations somatiques, elles ne vont pas être transmises à la descendance, vu que ce n'est pas les cellules germinales qui vont être touchées par la mutation. Les mutations germinales, elles, pour le coup, c'est des mutations sur les cellules germinales, donc il y a potentiellement une transmission à la descendance si l'allèle qui est transmis était l'allèle malade. Donc ça, somatique et germinal, ça concerne le type de cellule. Il ne faut pas confondre avec autosomique et gonosomique. Donc une mutation autosomique, c'est une mutation qui va toucher des chromosomes non sexuels, donc les chromosomes 1 à 22. Et une mutation gonosomique, ça va toucher les chromosomes X ou Y. Les mutations liées à l'Y, elles existent, mais elles sont très très rares, tout simplement, parce que en fait, le chromosome Y, il comporte pas beaucoup de gènes, environ 70, alors que le chromosome X, lui, il en comporte à peu près 1000. Du coup, les mutations liées à l'X, elles sont beaucoup plus fréquentes, et dans ce cours-là, on va se limiter aux mutations liées à l'X. Du coup, je reviens sur les différents cas de figure concernant les mutations. Donc ici, on s'intéresse à une maladie autosomique dominante. Donc, ce que ça veut dire dominante, c'est-à-dire que si un individu possède les deux allèles, phénotypiquement, il va exprimer l'allèle malade, donc ça sera un individu malade. Du coup, ici dans le cas de figure, si on a un parent hétérozygote malade et un parent complètement sain, on voit que la moitié des enfants sont malades. Ça, c'est une caractéristique des maladies autosomiques dominantes. Alors du coup, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque génération, il y a des individus atteints, qu'il y a des hommes et des femmes touchés en même proportion, que les femmes transmettent la maladie, les hommes aussi. Donc ça, en fait, c'est les caractéristiques d'une maladie autosomique dominante. C'est les deux sexes transmettent la maladie aux deux sexes en même proportion, on n'a pas de saut de génération, et environ la moitié des enfants qui sont touchés à chaque génération. Donc ici, par exemple, la mère est malade, elle va transmettre la maladie à un enfant sur deux. Pourquoi? Parce que, en fait, comme c'est une maladie dominante, on va supposer qu'elle
elle est hétérozygote pour l'allèle malade. M majuscule, ça veut dire que c'est l'allèle dominant, malade, et sain, c'est l'allèle sain, qui est récessif. On va écrire les génotypes des individus pour mieux comprendre. Alors, la mère, on suppose, elle pourrait être homozygote pour l'allèle malade, mais dans ce cas, on va dire qu'elle est hétérozygote pour l'allèle malade. Donc M, majuscule parce que c'est dominant, S en petit parce que c'est récessif. Le papa, comme c'est une maladie dominante, il est forcément homozygote pour l'allèle sain. C'est pareil pour tous les individus pas atteints, en fait, ils sont tous homozygotes pour l'allèle sain. Et maintenant, les individus malades, en fait, ceux-là, ils sont forcément homozygotes pour l'allèle malade, hétérozygotes pour l'allèle malade, parce qu'ils ont reçu un allèle malade de leur mère et un allèle sain de leur père. Et ici, c'est pareil. Donc voilà, ça c'était le schéma d'une maladie dominante autosomique. Maintenant, on a le schéma d'une maladie autosomique récessive. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour exprimer la maladie, il va falloir deux allèles malades. Par exemple, ici, on a un individu qui est hétérozygote pour l'allèle sain. Du coup, phénotypiquement, il sera sain. C'est ce qu'on appelle être porteur sain ou conducteur. C'est-à-dire qu'on n'exprime pas la maladie, mais on va pouvoir potentiellement transmettre l'allèle malade à l'enfant, qui peut-être lui sera malade. C'est pour ça qu'il y a des sauts de génération. Donc voilà le tableau. Pareil, ça touche autant les hommes que les filles. Et vous verrez qu'on a 25% des petits-enfants qui sont atteints. Du coup, ici, on voit qu'il y a des filles qui sont touchées, des garçons. Par contre, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'individus touchés. Ici, il y a un saut de génération. Personne n'est malade dans cette génération. Personne n'exprime la maladie. Et que ici, on a un quart seulement des enfants qui sont atteints. Du coup, ça, c'est caractéristique de la maladie autosomique récessive. Et du coup, comment on explique ça? Ici, la mère, elle est malade, donc elle est forcément homozygote pour l'allèle malade. Ici, en fait, tous les enfants sont hétérozygotes pour l'allèle sain, donc ils ne vont pas exprimer la maladie, mais ils sont tous conducteurs. Donc ils peuvent tous potentiellement la transmettre l'allèle malade à leurs enfants. Et du coup, c'est ce qui arrive avec ce garçon qui va avoir des enfants avec un individu qui est aussi hétérozygote pour l'allèle malade, enfin pour l'allèle sain du coup, vu que c'est l'allèle sain qui est dominant. Et du coup, leurs enfants, un quart seulement va exprimer les deux allèles malades, et du coup, un enfant sur quatre sera atteint. Et évidemment, quand je dis un enfant sur quatre, c'est une moyenne sur beaucoup de familles, parce que à chaque fois c'est aléatoire, donc il peut à chaque fois transmettre l'allèle sain, mais c'est une moyenne sur beaucoup de familles, etc. En général, on a à peu près un quart des individus qui sont touchés dans cette génération. Du coup, maintenant, on va voir le cas de figure d'une mutation liée à l'X. Et c'est un petit peu plus compliqué que les maladies autosomiques. Pourquoi? Parce qu'on a deux cas de figure. Le cas de figure où c'est la femme qui est atteinte et le cas de figure où c'est l'homme qui est atteint. On va se concentrer d'abord sur le cas de figure où la femme est atteinte. Ici, on a une femme hétérozygote pour l'allèle malade. Vu que c'est dominant, elle exprime la maladie. Et l'allèle malade, on l'a mis en rouge sur le diapo. Donc, on voit qu'il y a un enfant sur deux qui est atteint, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que pour les filles qui ont 2X, il y a une inactivation du X en fonction des cellules. En fait, si on prend une cellule, il y aura un X qui va être inactivé aléatoirement. Donc dans certaines cellules, ça va être le X qui est malade qui va être inactivé, et dans d'autres cellules, ça va être l'X qui est sain qui va être inactivé. Du coup,
Pour les filles, on va avoir une atténuation des symptômes selon l'inactivation du X. Donc, on ne peut pas vraiment dire que une fille est porteuse saine ou hétérozygote. En fait, elles vont toutes être un petit peu touchées par la maladie, vu qu'il y a cette inactivation du X. C'est pas du tout le cas pour les garçons, vu qu'ils ont un seul X qui est toujours activé. Donc, la femme atteinte, elle aura donc des filles qui, comme je l'ai expliqué, auront une forme plus ou moins atténuée de la maladie, et un garçon sur deux qui sera atteint. Maintenant, si l'homme il est atteint, l'homme c'est XY, donc là, le X pareil, il est en rouge. Toutes ces filles en fait vont être atteintes, mais ça rejoint ce que je viens de dire. Elles auront une forme plus ou moins atténuée de la maladie. C'est pareil que si c'était la femme qui était atteinte. Par contre, il ne va jamais transmettre la maladie à ces garçons, étant donné qu'il transmet le Y à ces garçons, qui lui est sain. En fait, pour les garçons, on ne va pas vraiment parler d'allèle dominant ou récessif, ou d'hétérozygote ou homozygote. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un seul chromosome X. Donc il est hémizygote pour l'allèle sain ou malade. Donc il va forcément, s'il a un chromosome X malade, il sera forcément malade. Alors, ici, donc c'est un arbre typique d'une maladie liée à l'X dominante. On regarde environ un enfant sur deux qui est atteint. Ça ressemble à la mutation autosomique. Des garçons, des filles, pas de saut de génération. Donc ça, c'est les caractéristiques d'une mutation de vous avez remarqué peut-être que j'ai mis les ronds en bleu. Bon, normalement, c'est en gris, mais j'ai pas de gris. En fait, pourquoi? Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les filles, on a toujours une atténuation des symptômes en fonction de l'inactivation du X. Moi, je vous l'ai mis parce que c'est plus rigoureux, mais en général, dans les arbres que vous aurez en exercice, en TD ou à l'examen, il n'y a pas vraiment l'utilisation du gris. Si c'est dominant, ça sera en noir. Si c'est récessif, ça sera en blanc. Moi, je vous l'ai mis parce que c'est plus rigoureux. Mais après, j'effacerai, je vous mettrai comment se présenterait un vrai arbre, un arbre que vous auriez en TD. Concernant les garçons, donc on voit que la mère atteinte, elle a un garçon sur deux qui est atteint, ça dépend du X qu'elle transmet. Et si un homme est atteint, son fils ne sera pas atteint. Par contre, ces filles, elles seront toutes atteintes. Parce que il va forcément leur transmettre l'allèle X qui est malade et on est dans une mutation dominante. Et du coup, voilà, c'est ça que vous aurez en TD ou en examen. Pas une atténuation pour les filles, mais un rond tout noir parce que c'est dominant, donc elles sont forcément malades. Maintenant, on va s'intéresser aux maladies liées à l'X récessive. Donc là, on a pris une femme homozygote pour l'allèle malade, donc qui exprime la maladie. Tous ses fils seront atteints, vu qu'ils sont hémizygotes pour le chromosome X. Et toutes ces filles seront conductrices, avec quand même la notion de l'inactivation de l'X, donc potentiellement des symptômes plus ou moins sévères de la maladie. Et du coup, pour l'homme qui est atteint, il n'aura pas de transmission aux fils, donc ses fils seront sains, et toutes ses filles seront conductrices, pareil, avec des symptômes plus ou moins atténués, à cause de l'inactivation du X. Donc ici, je vous ai fait un arbre généalogique pour une maladie liée à l'X récessive. J'ai un peu changé la nomenclature pour les allèles, parce que pour les maladies liées à l'X, c'est plus facile, vu que les garçons sont hémizygotes. Donc X' c'est l'allèle malade, X c'est l'allèle sain. On regarde. Ici, on a le père qui est malade, hémizygote, la mère qui est saine. Donc tous les enfants, toutes les filles vont avoir un allèle malade du père. Les garçons, pas de souci, ils ne sont pas touchés vu que un seul, il n'est pas touché vu que c'est le Y qui est transmis. Et les filles, je répète, c'est comme tout à l'heure, je les ai mis en bleu parce qu'il y a une inactivation du X, donc il peut y avoir des symptômes avec une atténuation de la maladie, etc. On regarde cette génération, donc on a une fille qui est porteuse saine,
conductrice, et elle va avoir des enfants avec un garçon, un homme qui est complètement sain. Qu'est-ce qu'on a? On a une fille sur deux qui est touchée en fonction du chromosome X qui est transmis. Et pareil pour les garçons, en fonction de l'allèle sain ou malade qui est transmis, on va avoir un garçon sur deux qui est touché. Il y a une dernière type de mutation que vous allez étudier, c'est la mutation mitochondriale. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être une mutation de l'ADN mitochondrial. Vous avez vu que la majorité de l'ADN est contenue dans le noyau, mais il y a une toute petite partie qui est contenue dans les mitochondries et qui va donner certaines protéines mitochondriales. Par contre, il faut faire attention, toutes les protéines mitochondriales ne sont pas synthétisées par l'ADN mitochondrial. L'ADN nucléaire va aussi synthétiser des protéines qui vont servir à la mitochondrie. Donc si vous avez une mutation d'une protéine mitochondriale, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'une mutation mitochondriale. Il peut s'agir d'une mutation autosomique qui concerne l'ADN nucléaire qui va synthétiser les protéines mitochondriales. Il faut faire attention à ça. Donc pour les mutations mitochondriales, cette fois, qui concernent l'ADN mitochondrial, il faut savoir que seule la mère transmet les mitochondries aux enfants. Le père, il n'en transmet pas. Il peut en transmettre quelques-unes des mitochondries, mais elles vont être détruites avant le développement de l'embryon. Donc on considère que 100% des mitochondries d'un enfant proviennent de sa mère. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un homme ne va jamais transmettre une mutation mitochondriale à ses enfants. Par contre, la mère, elle, va transmettre à tous ses enfants la mutation, mais à différents degrés. C'est pour ça que j'ai mis des carrés noirs, des carrés des ronds noirs et des carrés des ronds bleus. Parce qu'en fait, ça dépend du pourcentage de mitochondries anormales qui vont être transmises aux enfants. Toutes les mitochondries de la mère ne sont pas anormales, sinon ça ne serait pas viable. Mais donc, en fonction de la proportion de mitochondries anormales qu'elle va transmettre aux enfants, il va y avoir une maladie plus ou moins atténuée. Donc la mère, elle transmet à tous ses enfants à différents degrés. Ici, j'ai oublié. L'homme, il va transmettre à aucun des enfants. Et ici, la femme, elle va transmettre à tous ses enfants à différents degrés, indépendamment du sexe. Il faut savoir que ces mutations peuvent toucher plusieurs organes, puisque tous les organes ont un peu besoin de mitochondries, mais ça va surtout être sévère pour les organes qui nécessitent beaucoup d'énergie, et donc pour lesquels l'apport d'énergie par la mitochondrie est très intéressant, très important, par exemple le cerveau, le rein, le foie, etc.